Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Atlas. Alors, le 28 juin 2024, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a accordé une interview à la chaîne de télévision russe Russian Today. Découvrir les déclarations choc du ministre malien sur l'état de l'AES, Alliance des États du Sahel. Abdoulaye Diop, vous êtes le ministre des Affaires étrangères du Mali. Merci infiniment d'avoir accepté de répondre à mes questions pour RT en français. Merci à vous. Merci infiniment, un plaisir. Alors, comment se porte l'Alliance des États du Sahel? C'est une question que je vous pose parce que vous venez justement de participer à un panel dans le cadre du forum Crans-Montana, ici à Bruxelles, un forum qui est consacré à des questions internationales, des questions stratégiques, notamment liées au continent africain. Alors, sur quoi les discussions ont porté? Comment se sont déroulées les discussions lors de ce panel? C'était assez intense. Bon, c'était assez intense, mais aussi assez intéressant pour nous parce qu'il y avait beaucoup de demandes ou en tout cas de besoins de la part de nos auditeurs, ou en tout cas des participants, de mieux comprendre la dynamique de l'AES. Il y avait certainement aussi de notre côté une nécessité de pouvoir vraiment parler de l'AES nous-mêmes et qu'ils puissent entendre de nous-mêmes notre vision pour nos pays, nos préoccupations et dans quel sens nous voulions avancer. Et je pense que les discussions nous ont permis quand même de réaliser que l'AES n'est pas un épiphénomène, même s'il a été créé en réponse à une menace existentielle contre nos pays. Et ceci est aujourd'hui utilisé comme une opportunité pour renforcer le travail en commun pour la sécurisation de nos pays. Et ça commence à donner des résultats probants sur le terrain. Et que partant de cette situation sécuritaire améliorée, nous allons maintenant vers le renforcement de l'intégration économique et commerciale entre les trois pays avec des projets structurants et aller vers une intégration des peuples et répondre aux aspirations de nos populations, notamment les jeunes, les femmes, en créant les conditions d'une prospérité partagée. Est-ce qu'il y a eu un consensus lors du panel justement sur cette question des résultats que vous obtenez sur le terrain contre l'insécurité ? Bon, on n'a pas été spécifiquement contredit par rapport à ça, mais je pense qu'il y a des faits réels. Si je ne prends que la situation du Mali en particulier par rapport au succès qui a été obtenu à Kidal, qui est une des régions du Mali qui pendant 10 ans n'était pas sous contrôle de l'État, malgré la présence importante de forces internationales françaises comme celle des Nations Unies, et que l'État malien, avec ses investissements, le renforcement des capacités et les partenariats que nous avons développés nous ont permis aujourd'hui de faire en sorte que non seulement Kidal revienne dans le giron de l'État malien, aujourd'hui l'État malien contrôle l'ensemble de son territoire national. Ça, c'est un fait. Bon, il y a aussi une coopération sur le terrain avec le Burkina, avec le Niger. Et aujourd'hui, dans beaucoup de localités, y compris au Mali, certains groupes terroristes, ou en tout cas certains terroristes, viennent même se rendre aux autorités. Et si on regarde le niveau d'ensemble de sécurité dans la région, au Mali, par exemple, dans la région de Mopti, il y a 2 ans ou un peu moins, il y avait des massacres intercommunautaires, des gens mouraient par centaines. Je pense que toutes ces situations sont aujourd'hui derrière nous. Il y a eu des échanges par rapport à ça. Consensus, c'était une discussion pour se comprendre. Je ne pense pas qu'on avait besoin d'arriver à un consensus, mais à la fin, je pense que notre message principal, c'était que vraiment ce qui est en cours est beaucoup plus sérieux que les gens le pensent. Et quand je me réfère aux conclusions du modérateur, je pense qu'il a accepté avec nous qu'il vaut mieux que les acteurs extérieurs regardent avec un plus grand sérieux ce qui se passe au niveau de l'espace de l'Alliance des États du Sahel, parce qu'il est profond, parce qu'il est sérieux, et qu'il est bon qu'on puisse vraiment l'analyser avec objectivité, parce que c'est une nouvelle donne géopolitique, voilà, qui redessine les cartes dans la région, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Est-ce que vous avez eu justement à vous justifier sur la réponse globale contre l'insécurité que vous évoquez avec vos partenaires de l'AES et d'autres partenaires? Dans quel sens lors de ce panel, est-ce que vous avez eu justement à détailler cette réponse globale que vous apportez? Bon, nous en avons parlé. Nous avons expliqué aux uns et aux autres que même par rapport au partenariat que nous, Mali, ou en tout cas le Niger et le Burkina, nous n'avons pas de préférence particulière en termes de partenariat, mais nous cherchons l'efficacité. Et que pour nos pays, si on prend le cas de la Russie en particulier, pour le Mali, le choix a été parce que la Russie
répondait à nos besoins, à nos préoccupations et à la diligence qui était requise pour avoir des armes adéquates pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Et que, par exemple, avec l'Union européenne, nous avons pris l'exemple de l'EUTM, la mission de formation de l'Union européenne, dans l'exécution duquel nous avons demandé que ça puisse changer, qu'on ait un programme qui va sur le binôme train and equip, c'est-à-dire former et équiper. Et pendant des années, vous savez, l'EUTM, sa formation sur le terrain au Mali, l'armée malienne était même obligée d'amener ses propres munitions. Et l'Union européenne nous a fait savoir qu'elle ne peut pas donner d'armement létal. Et quand la guerre a éclaté en Ukraine, tout ça, ça a volé en éclats. Et on a déversé des armes létales dans cette zone. Et on s'est interrogé, est-ce que la vie humaine en Ukraine a la même valeur que la vie humaine au Sahel? Donc, tous ces jours, nous avons dit que ce sont ces incohérences qui nous ont amenés à nous tourner vers des partenaires qui sont en mesure de répondre à nos demandes parce que nous faisons face à des menaces existentielles de groupes terroristes violents qu'on ne peut pas combattre avec des bâtons. Donc, il est nécessaire que nos partenaires sortent un peu souvent des schémas de deux poids, deux mesures ou en tout cas de double langage face à des situations qu'on puisse regarder. Mais dans tous les cas, notre appréciation est claire. L'avenir de nos pays ne se décidera pas à Washington, à Paris ou même à New York. C'est entre les mains de nos populations, c'est entre nos mains. Et nous devons compter sur nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas travailler avec d'autres, mais le secours viendra d'abord de nous-mêmes et ensuite nous allons voir les termes sur lesquels nous allons travailler avec les autres. Nous sommes ouverts à tous les pays, mais même dans l'exploitation des ressources, que ce soit minières, des ressources naturelles et autres de nos pays, il faut que ça se fasse sur des termes qui bénéficient d'abord à nos populations, qui s'inscrivent dans le cadre de la transformation structurelle de nos économies, c'est-à-dire sur le coton, si on le transformait dans nos pays, nos ressources minières aussi, on n'a pas à les exporter de façon brute. S'il y avait cette transformation, ça créerait plus d'emplois. Ça éviterait que nos jeunes gens soient attirés dans le groupe terroriste sur la voie de la migration ou dans les rues pour contester les régimes politiques. Donc vous avez abordé la question de la transformation des économies du Sahel également. Absolument, c'était une dimension essentielle parce que nous avons dénoncé le fait que, ou en tout cas une des aspirations de l'AES, c'est de sortir du modèle économique post- ou néocolonial qui est en place et qui ne créait pas des conditions nécessaires. Autant nous demandons la souveraineté politique, nous pensons qu'il est important qu'il y ait une souveraineté économique qui rabat les cartes des discussions avec les partenaires pour qu'on puisse aller d'égal à égal et aller dans les partenariats gagnant-gagnant. Est-ce que la question du retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO, a été abordée lors de ce panel? Bon, cette question a été abordée. Nous avons été suffisamment clairs dans les échanges pour expliquer les conditions dans lesquelles ceci s'est passé. Et ce que nous dénoncions à l'époque, c'était surtout la propension de ces organisations d'abord à prendre des sanctions illégales et illégitimes contre les populations parce que dans le cas de la CEDEAO, la fermeture des frontières, on l'a dit, on le redit, n'existe dans aucun document. Dans le cadre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les sanctions financières qui ont été prises par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à travers vraiment j'allais dire même la prise de contrôle des avoirs financiers de nos États n'est prévue aussi dans aucun texte par rapport à ça. Donc nous avons dit que bon, ce sont ces mesures qui étaient illégales qui ont été utilisées. Et pire, nous pensons que les sanctions qui ont été prises ne visaient pas nécessairement même le retour à l'ordre constitutionnel. L'objectif recherché, c'était vraiment de punir les populations, d'en faire des boucliers humains, et en sanctionnant ces populations, qu'elles allaient pouvoir se lever contre les régimes qui sont en place et qu'on puisse arriver à un renversement de ces régimes. Donc c'est toutes ces questions et le fait aussi que nous avons rappelé, ce qui a vraiment été le point culminant, c'est la menace d'intervention militaire au Niger, un des États membres de l'organisation sous injonction étrangère
qui allait créer un désordre dans la région. Pour un pays, comment on peut attaquer une armée dans un pays qui lutte depuis plus de 10 ans contre le terrorisme? Mais c'était vraiment avoir la libre circulation des terroristes au lieu de l'avoir la libre circulation des personnes, et que nos pays, Mali et Burkina, ont décidé d'entrer en guerre si cette menace se matérialisait. Ce qui a stoppé cette menace, mais ça a affecté la crédibilité et la confiance de nos pays en ces organisations, qu'elles n'étaient plus, en tout cas dans une posture de défendre nos populations, de défendre nos intérêts, et qu'elles présentaient désormais une menace. Mais nous sommes sortis juste dans l'analyse de cette situation et de la réponse à la CEDEAO, et en allant vraiment en disant que l'AES, c'est vrai, a été créée dans une situation qu'on peut considérer comme elle était contre une mesure, elle s'est élevée contre quelque chose, mais aujourd'hui nous travaillons pour nos pays, pour notre souveraineté, pour renforcer l'intégration économique et commerciale entre nos pays, mais pour aussi travailler à matérialiser l'idéal d'intégration qui ne nous a jamais quittés. Le Mali, justement, le Burkina, il y a un sommet Niger. très bientôt de la CEDEAO, le 7 juillet prochain. Est-ce que vous allez vous intéresser justement à ce rendez-vous? Et que pensez-vous des initiatives? Il y a eu celle du président sénégalais justement pour tenter de convaincre les pays du Sahel de revenir au sein de la CEDEAO, qui finalement ne renonce pas au Mali, ne renonce pas au Niger, ne renonce pas au Burkina Faso. Il y a comme une forme de regret. Moi, je pense que nous saluons toutes les voies, tous les efforts qui sont faits dans la région pour essayer d'avoir un dialogue, une meilleure compréhension entre les pays de l'AES et les autres pays de la CEDEAO, parce que nous appartenons au même espace géographique et que nous sommes condamnés à vivre ensemble et que nous devons créer les conditions par rapport à cela. Mais ceci étant dit, nous pensons qu'il est important que les gens réalisent que ce qui est en cours au niveau de l'AES n'est pas un épiphénomène. C'est un engagement sérieux de ces pays qui ont pris une voie, qui ont décidé de se mettre ensemble. On ne s'est pas mis ensemble aussi par accident, parce que l'espace de l'Iptako-Gourma, si vous le savez, c'est un espace géographique, culturel, climatique qui est commun à nos pays avec une certaine homogénéité, y compris au sein de nos populations et même du point de vue de la culture. D'ailleurs, avant l'Alliance des États du Sahel, il y a une organisation qui existe encore qui s'appelle l'Autorité de l'Iptako-Gourma. Donc cet espace existait, que certains ont appelé espace des trois frontières. Donc nous avons décidé d'utiliser cet espace pour, 1, la sécurité, 2, renforcer l'intégration économique et commerciale et les projets structurants entre nos pays, et 3, faire en sorte que nos pays puissent parler d'une seule voix. Et cette option qui a été prise est une option sérieuse et s'inscrit dans la durée. Donc il est important que toutes les initiatives qui se manifestent prennent en compte la décision de ces pays de continuer sur cette voie, mais en n'excluant pas de parler aux autres. Le dialogue, on est obligé parce qu'on est condamné, parce que personne ne va déménager de cet espace. Nous devons pouvoir travailler pour trouver les conditions d'une coexistence de l'AES avec d'autres organisations. Alors justement, quel rôle est amené à jouer l'AES en faveur de l'intégration régionale? L'AES préfère d'abord se consacrer sur l'intégration en son sein d'abord et pouvoir réaliser nos différents projets, d'arriver à une confédération entre nos trois États qui va préfigurer de l'existence d'une fédération, mais quelque chose de façon pragmatique qui tire les leçons d'expériences précédentes par rapport à cela. Mais la géographie est une donnée intangible. Nous sommes liés physiquement à tous ces pays, que ce soit dans le cadre de l'AES ou sur le plan bilatéral. Nous allons devoir nous asseoir avec les pays qui sont autour de nous pour trouver des modalités touchant à la circulation des personnes, à la réalisation des projets, quoi qu'il en soit. Parce que certains aussi ont dit ça, nous avons répété dans le panel, que même notre enclavement n'est pas une condamnation à mort, loin de là. Il faut le voir différemment. Nos pays dépendent les uns des autres. On a indiqué que oui, ils disent que oui, 3 pays enclavés qui se mettent ensemble, pays pauvres, tout ça, il faut sortir de ce narratif. On dit, mais si un pays qui a un port comme le Togo, par exemple. Togo, ou Côte d'Ivoire, ou Bénin, etc. Mais c'est parce qu'il y a un pays enclavé qui utilise ton port. S'il ne l'utilise pas, nous, on est des clients. Aujourd'hui, dans nos pays enclavés, nous avons tous ces ports autonomes qui ont des succursales pour venir démarcher les gens. Et puis, en plus, il y a des pays, même non CEDEAO, qui viennent aussi nous faire des offres
par rapport à cela. La Suisse est un pays enclavé. Elle vit et c'est un pays très riche. Donc je pense que prendre ça comme un épouvantail pour faire peur aux gens ne marchera pas. Donc nos pays ont existé avant ces organisations, elles vont exister après. Donc je crois qu'il faut qu'on regarde vraiment de façon froide et pragmatique les interdépendances, les liens qu'il y a entre les pays et comment on peut travailler ensemble sur nos différents programmes. Et je pense que nécessairement, il faut intégrer qu'il y a une nouvelle donne géopolitique dans la région. Il y a une reconfiguration. Et cette reconfiguration va amener à revoir toutes les cartes. Maintenant, elle va nous amener vers quoi? Personne ne sait. Mais au niveau de l'AES, nous avons pris un chemin que nous connaissons. Nous allons nous concentrer sur ce chemin. Il appartient aux autres aussi de faire leur travail. Alors vous parlez d'interdépendance, c'est le cas aussi entre le Niger et le Bénin. Hein. D'ailleurs, le port de Cotonou qui dépend beaucoup de son voisin nigérien. Je voudrais, c'est ça la dernière question, avoir votre sentiment sur les tensions quand même qui sont en cours au sein même de l'AES. Il y a des tensions donc entre le Niger, oui, tensions entre le Niger et le Bénin. Et puis, mais ça, c'est pas une tension au sein de l'AES. Non, c'est pas au sein de l'AES, mais ça touche un pays de l'AES. Oui. Voilà. Je voudrais votre regard sur ces points de tension. C'est vrai que l'AES, nous sommes dans un ensemble où nous avons la solidarité avec nos différents États membres. Mais au-delà de cela, je ne veux pas particulièrement m'inscrire à commenter des actions ou une situation qui est en développement entre deux pays. Je suis certain qu'avec les échanges qui sont en cours, on arrivera à trouver les solutions nécessaires. Mais il est indispensable que nos pays puissent aussi respecter leurs engagements et faire en sorte que les pays enclavés ne soient pas punis. Parce qu'il y a même des conventions internationales qui quand même donnent le droit à des pays enclavés d'avoir un certain nombre d'accès qui doivent pouvoir être facilités. Bon, maintenant il y a des incidents, il y a une tension entre les deux pays, il y a des échanges qui sont en cours. Je suis certain que ça va être surmonté. Mais quoi qu'il en soit, l'option que les pays de l'AES ont prise, personne ne va nous dissuader par rapport à ces efforts. Donc je pense que nous devons mettre plutôt l'accent sur cela. Nous allons pouvoir travailler ensemble pour transformer notre continentalité en opportunité et travailler avec tous les partenaires. Aucun pays ne doit pouvoir faire de chantage contre nos pays à cause de notre situation d'enclavement. Merci beaucoup Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali. Merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à ces questions pour RT en français. Merci beaucoup.